Hello à tous, on va continuer avec les peau, les productions de la peau et maintenant on va voir les ongles. Les ongles sont des modifications écailleuses de l'épiderme et l'objectif d'apprentissage c'est de décrire la structure des ongles. Donc, un ongle forme une couverture de protection claire sur la face dorsale de la partie distale du doigt ou d'un orteil. Ok. On le voit ici sur le schéma. Donc, on est à la partie distale d'un doigt. Et l'ongle va donc protéger ça. Je tiens à remarquer que vous avez l'ongle, une fine couche de chair et l'os tout de suite en dessous. Donc, dès que vous frappez l'ongle, ok, quand vous coupez, si l'ongle est coupé, vous exposez automatiquement l'os. L'os est pratiquement à nu. Donc, un ongle forme une couverture de protection claire sur la face dorsale de la partie distale d'un doigt ou d'un orteil. Les ongles correspondent aux sabots ou aux griffes des animaux. Ce sont donc pardon, des outils utiles qui nous servent à ramasser de petits objets ou encore à gratter une démangeaison. Ils jouent aussi un rôle de protection. Les ongles sont composés de kératine dure, alors que l'épiderme renferme de la kératine molle. Donc, on a retrouvé cette kératine dure dans les cheveux. Chaque ongle est constitué d'une racine proximale, ok, qu'on voit ici, ok. Chaque ongle est constitué d'une racine proximale enfouie sous la peau d'un corps, la partie attachée visible, donc la racine, c'est là, le corps, c'est là, OK, et d'une extrémité libre au bord libre de l'ongle. Ici, ça, voilà, OK. Chaque ongle est constitué, oui, j'ai déjà dit ça, d'une racine enfouie sous la peau. L'ongle repose sur un épiderme appelé le lit de l'ongle, ici. Vous avez l'épiderme qui est le lit de l'ongle sur lequel repose l'ongle. Cet épiderme qui ne comporte que les couches profondes de l'épiderme, c'est-à-dire la couche basale et la couche épineuse. OK? L'ongle lui-même est constitué de couches kératinisées superficielles de l'épiderme. La partie proximale de l'ongle est responsable de sa croissance. OK? À mesure que la matrice produit de nouvelles cellules, celles-ci deviennent de plus en plus kératinisées et le corps de l'ongle glisse sur le lit vers l'extrémité du doigt. Contrairement à celle du poil, la croissance de l'ongle n'est pas cyclique mais continuelle. On se rappelle, le poil, ça grandissait, ça s'arrêtait, ça tombait. Donc, contrairement à celle du poil, la croissance de l'ongle n'est pas cyclique mais continuelle. Elle est de l'ordre d'un dixième de millimètre par jour. Donc, il faut 100 jours pour que l'ongle ait 1 centimètre de longueur. Et de deux à trois fois, et de deux à trois fois plus rapide pour les doigts que pour les orteils. En outre, le rythme de croissance varie avec les saisons. Il est plus rapide en été qu'en hiver. Bon, malheureusement, je ne peux rien dire pour un pays tropical. L'ongle se renouvelle complètement en 6 mois, mais un ongle arraché ne pourra être remplacé si la matrice de l'ongle a été détruite. Donc, si va être arraché, l'ongle ne pourra pas se refaire. Les ongles présentent normalement une tête rosée en raison de l'abondance des capillaires qui se trouvent dans le derme sous-jacent. Donc ici, nous avons, OK, le derme sous-jacent avec les capillaires. La région qui repose sur la partie la plus épaisse de la matrice de l'ongle, OK, apparaît cependant sous forme de croissant blanc, ici, appelé lunule. La lunule est habituellement bien visible sur le pouce, mais presque cachée pour le cinquième doigt, pour l'auriculaire. Les bordures proximales et latérales de l'ongle sont recouvertes d'un pli cutané appelé le vallum de l'ongle. Donc, ici, c'est ça qu'on appelle les chair mortes, les bordures latérales.
OK? Donc, proximal ici et latéral, vous avez le vallum. La luminosité, oui, ce que j'avais dit. Donc, les bordures proximales et latérales de l'homme sont recouvertes d'un pli cutané appelé le vallum de l'homme, au repli sus-ingléal, donc au-dessus de l'homme. Le vallum postérieur déborde sur le corps de l'ongle. Cette région est appelée cuticule ou éponychium. Ça veut dire éponychium sur l'ongle. Ici, donc, praticher en mode ça, du vallum, on appelle éponychium. Pour la saleté, bon, le vallum postérieur déborde sur le corps de l'homme. Cette région est appelée cuticule ou éponychium sur l'ongle. La région épaisse située sous l'extrémité libre de l'ongle, donc nous sommes ici, où la saleté et les débris ont tendance à s'accumuler, est appelée parce que c'est en dessous, hyponychium. L'hyponychium fixe au bout du doigt l'extrémité libre du corps de l'homme. Donc, hyponychium ici, pour l'extrémité, et ça fixe l'extrémité libre. OK, c'était pas trop compliqué. Maintenant, la maladie apparence des ongles, la modification de l'apparence des ongles aide à diagnostiquer cette maladie. Par exemple, des ongles jaunâtres peuvent révéler une anomalie respiratoire ou un trouble de la glande thyroïde. Si l'ongle est jauni et épais, on peut soupçonner une mycose. On associe également des ongles recourbés vers l'extérieur en forme de cuillère à une insuffisance en fer et la présence de marques transversales, ligne de Beau sur l'ongle, un ralentissement de la croissance de la matrice de l'ongle par suite d'une maladie grave ou de malnutrition. OK? Et sur la figure là, on voit une koilonichie. On a vu pour les ongles. Maintenant, autre chose qu'on trouve, ce sont les glandes sudoripares qui participent à la régulation de la température corporelle et les glandes sébacées qui vont sécréter le sébum. Donc, nos objectifs d'apprentissage: comparer la structure et la localisation des glandes sudoripares et des glandes sébacées, ainsi que la composition et les fonctions de leurs sécrétions respectives. Nous parlons qui ça gagne la donne, comparer. Comparer les glandes méocrines aux glandes apocrines. Donc, deux types de glandes font partie des annexes cutanées: les glandes sudoripares et les glandes sébacées. On commence donc par les glandes sudoripares. Les glandes sudoripares, qui viennent du latin sudor, sueur, sont réparties sur toute la surface du corps, à l'exception des mamelons et de certaines parties des organes génitaux externes. Chaque être humain possède à peu près 500 à 1000 glandes sudoripares par centimètre carré, pour un total de plus de 3 millions. On distingue les glandes sudoripares mérocrines et les glandes sudoripares apocrines. Dans les deux types, les cellules sécrétives sont associées aux cellules épithéliales, des cellules spécialisées qui se contractent, alors myo-épithéliales, des cellules spécialisées qui se contractent quand elles sont stimulées par le système nerveux. Leur contraction pousse la sueur à travers le système de conduite de glande vers la surface de la peau. La transpiration est régie par les nerfs sympathiques du système nerveux autonome. Elle échappe donc presque totalement à notre volonté. Donc, nous avons les glandes sudoripares que l'on montre ici. OK? Et ce qui n'est pas montré dans le schéma, chaque glande sudoripare, il y a une espèce de petit muscle qui va se contracter pour faire que ce qui est dans la glande puisse sortir. Donc, nous avons deux types de glandes, méocrines et apocrines. Donc, on commence avec les glandes sudoripares mérocrines. Les glandes sudoripares mérocrines, particulièrement abondantes sur la paume des mains, la plante des pieds, et on avait vu, c'est eux qui étaient responsables de la formation des empreintes digitales. OK? Donc, particulièrement abondantes sur la paume des mains, la plante des pieds et le front, les glandes sudoripares mérocrines sont beaucoup plus nombreuses que les glandes sudoripares apocrines. Chacune d'elles est une glande simple, tubuleuse et en spirale. La partie sécrétrice se trouve enroulée dans le derme ou dans l'hypoderme. OK? Et le canal excréteur s'étend et débouche sur un port en forme d'entonnoir situé sur une crête de la peau.
OK, comme on le voit ici. OK, je vais agrandir pour que vous puissiez voir ça un petit peu mieux. Donc, on a la glande sudoripare, le conduit et le port de la glande sudoripare. OK, on peut continuer. Il ne faut pas confondre ces pores sudoripares avec ce qu'on appelle les pores de la peau du visage, lesquels sont en fait des orifices externes des follicules pileux. La sécrétion d'une glande mérocrine, mieux connue sous le nom de sueur ou transpiration, est un filtrat hypotonique du sang. Donc, c'est le sang qui est filtré, mais il n'est pas aussi concentré que le sang. Donc, qui traverse les cellules sécrétrices des glandes sudoripares pour être ensuite libéré par exocytose dans la lumière de la glande. Elle est composée à 99% d'eau et de quelques minéraux, en grande partie de chlorure de sodium. C'est sur ça qui fait que l'eau séchée, les vides blanches sous maillot. Des traces de déchets métaboliques, donc ça contient en plus des traces de déchets métaboliques, tels que l'urée, l'acide urique et l'ammoniac, ainsi que d'un peptide antimicrobien qui s'attache aux bactéries et aux mycètes, appelé dermicitine. Okay? La dermicitine, que on va voir plus tard, que on retrouve aussi dans le miel. Sa composition exacte est fonction de l'hérédité et du régime alimentaire. Les glandes sudoripares éliminent également de faibles quantités de certaines substances médicamenteuses absorbées. Normalement, la sueur est acide et son pH se situe entre 4 et 6. La transpiration joue un rôle majeur dans la prévention du réchauffement excessif du corps. Cette forme de transpiration se manifeste d'abord dans la zone du front avant de toucher le reste du corps. La transpiration d'origine émotionnelle, ça arrive par une sueur froide provoquée par la peur et la nervosité, apparaît sur les paumes des mains, la plante des pieds et sous les aisselles, puis se répartit sur le reste du corps. Donc, nous avons deux façons que nous suer. Là, c'est chaleur qui fait nous suer, ça commence au front et ça prend le reste du corps. Mais lorsque c'est la pérèse qui fait nous suer, c'est la main, ok, la plante des pieds et les aisselles qui prennent suer d'abord. Glande sudoripare apocrine maintenant, les quelques 2000, ouais, ok, il y a beaucoup moins, les quelques 2000 glandes sudoripares apocrines du corps sont confinées dans une large mesure aux régions axillaires, en bas bras, aisselles, et anogénito-périnéales, donc côté de sexe. Malgré leur nom, il s'agit de glandes mérocrines qui libèrent leur sécrétion par exocytose. Mais comme toutes les glandes sudoripares méocrines, plus grosses que ces dernières, elles ont tendance à être situées plus en profondeur dans le derme ou même dans l'hypoderme et leur conduit débouche dans la partie supérieure d'un follicule pileux et non directement à la surface de la peau. Donc, on a une différence. OK? Outre les composants de base de la sueur des glandes méocrines, les sécrétions des glandes apocrines contiennent des lipides et des protéines. Et c'est ça qui fait toute différence. Parce que quelque peu visqueuse et parfois de couleur laiteuse ou jaunâtre, nous connaissons ça. Nous connaissons en bas de celle nous, il y a des maillots qui teintés en jaune. Ces sécrétions sont inodores, donc il n'y a pas de sente. Mais quand les bactéries normalement présentes sur la peau détruisent leurs molécules organiques, elles prennent une odeur musquée. Hein? Odeur musquée, hmm, c'est c'est gros odeur que mon nan ka bay, sur les odeurs musquées, oubliez terme en créole, ok? Odeur musquée en général assez déplaisante. Ok, oui, là on dit senti bouc, voilà, odeur senti bouc, ça, odeur musquée. Ok, donc c'est pas la sueur qui sent mauvais, c'est les bactéries au niveau de la peau qui peuvent fermenter sur ça et la fermentation s'accompagne toujours de dégagement d'odeur. Donc, senti bouclant ou gain à partir de ces glandes. OK? Les glandes sudoripares apocrines commencent à fonctionner à la puberté sous l'influence des hormones sexuelles mâles androgènes et ne jouent qu'un rôle restreint dans le maintien d'une température corporelle constante. Chez les animaux, ce sont des glandes odoriférantes qui jouent un rôle dans le marquage du territoire, la reconnaissance olfactive des individus,
mais chez l'être humain, leur fonction précise n'est pas encore clairement établie. Bon, c'est à peu près le même bagaille que chez les animaux, sauf qu'on ne s'en sert pas comme ça. Trois ensembles de résultats de recherche suggèrent des conclusions suivantes. Un, leur activité s'accroît avec la stimulation sexuelle. OK? Deux, chez la femme, leur taille varie selon le phase du cycle menstruel. OK? Et trois, leur sécrétion agirait comme des phéromones. Ce sont des messagers chimiques dont la libération déclenche une réaction chez d'autres membres de la même espèce. Ça veut dire que, par exemple, c'est comme qui dirait lorsque une femme est en période féconde, OK? L'ICA sécréter une série de phéromones, OK? Qu'on pas prend, mais il va, ou surtout attiré par mon nom pour qui ça, parce que mon nom dans sa période féconde. Mais on ne sait pas réellement quel est l'effet réel des phéromones humaines sur les autres êtres humains. Et ça se voit au niveau des animaux. Par exemple, lorsqu'une chienne est en chaleur, il va sécréter phéromones qui fait que tout chien connaît que l'île pour ne faire bagarre avec elle, pour le caguin petit. Parce que dans la nature, la copulation, c'est simplement pour la reproduction. OK? Et c'est phéromones sato qui permettent au chien qu'on ait que ça qu'en fasse lui, si son mâle ou bien son femelle. Mais si chien pour conformer, OK? Li émettent odeur qui, par exemple, qui a trompé malin, qui fait que malin a comprendre que son femelle qui a face, ou bien, ou qu'a des chiens de chien mâle qui a un problème dans la sécrétion de ses hormones, qui n'a pas assez et hormones pour provoquer sécrétion phéromone ça, et que chien malin, ou chien mâle qui a odeur au chien femelle, ce qui fait que l'autre chien qui a consenti, la comporté comme qui dirait son femelle que le gars en face de lui. C'est pour ça qu'on dit que l'homosexualité n'existe pas chez les animaux. C'est tout simplement de transformer, de tromper dans les phéromones. Donc, cette dernière observation provient d'études comportementales. On distingue deux grands types de glandes apocrines modifiées. OK? Les glandes cérumènes. Donc, on est toujours dans les glandes apocrines. Nous songez que les glandes apocrines, la différence qu'il y a entre les glandes méocrines, c'est que les glandes apocrines, en plus de la sueur normale, il y a une protéine là-dedans. Et la modification des protéines va donner justement deux autres glandes, ce sont les glandes cérumineuses et les glandes mammaires. Les glandes cérumineuses sont des glandes sudoripares apocrines modifiées que l'on trouve dans la peau mince qui tapisse les mers acoustiques, donc c'est des qui bord la cire dans les oreilles. OK? Leur sécrétion se mélange avec le sébum et produit par les glandes sébacées avoisinant ce qui génère une substance poisseuse appelée cérumen ou cire. On pense que cette substance sert à repousser les insectes et à empêcher les corps étrangers de pénétrer dans l'oreille. Tandis que les glandes mammaires, donc ce sont aussi des glandes apocrines, ok, modifiées, sont un autre type de glandes sudoripares dont les cellules fabriquent et sécrètent le lait. Bien qu'elles fassent partie du système tegumentaire, nous étudierons, bon, on va l'étudier ça, chapitre 27, ok, et c'est plutôt d'un côté qui vient, on parle des organes sexuels de la femme. Donc, on avait vu les glandes sudoripares qui vont donc sécréter deux types de sueur. Et je tiens à rappeler que Timonio toujours senti bon parce qu'il n'y a pas de glande apocrine qui a sécrété sur là qui gagne et qui gagne une protéine là-dedans. Mais au moment de l'adolescence, c'est peut-être ça, l'adolescence, il faut toujours apprendre mon pour le faire plus attention pour le nettoyer partie génitale avec un babral, parce que qu'on y a, comme il parle bien sûr apocrine à cette époque-là, libéral, bon, et justement, senti pour senti fort. Donc, c'est à ce moment-là que yo apprennent maintenant, nettoyer le plus pour éviter les odeurs. Et la meilleure façon d'utiliser l'odeur, faut savon qu'on a détruit bactéries hein, qui sur la peau et ainsi ça va retarder la production des odeurs parce que les bactéries vont tourner et ils vont recommencer à fermenter sur ça. On a les maintenant pour les glandes sébacées, glandes captent figure clairée. Les glandes sébacées sont des glandes simples, alvéolaires ramifiées. Elles se présentent sur tout le corps, à l'exception de la paume des mains et de la plante des pieds. Petites sur le tronc et sur les membres, elles sont assez grosses sur le visage, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Ça fait qu'on a un acné au niveau de la partie de la poitrine. Ces glandes sécrètent une substance huileuse appelée sébum,
qui veut dire suif, gras, et les cellules centrales des alvéoles accumulent des lipides jusqu'à l'engorgement et l'éclatement. Donc, sur le plan fonctionnel, ces glandes sont donc des glandes holocrines, puisqu'elles éclatent. Ils ne produit pas, ils pas, pas produit et graissant pour le sortir. OK? Les sébums contiennent, c'est-à-dire que ce sont cellules qui remplissent graisse et qui viennent péter et qui fait que graisse absorbe. OK? Le sébum contient divers lipides et divers débris cellulaires provenant de la désintégration des cellules glandulaires. La plupart des glandes sébacées se forment à partir d'excroissance d'un follicule pileux et sécrètent du sébum dans ce follicule ou dans les régions situées entre la peau et la muqueuse directement vers un port de la surface de l'épiderme. Les contractions des muscles arrecteurs des poils poussent le sébum hors des follicules pileux vers la surface de la peau. Que fait le sébum? Il assouplit, il lubrifie les poils et la peau, OK? Et il diminue l'évaporation d'eau. C'est ça que l'eau en bas soleil, figure clairée, OK? Donc, il diminue l'évaporation d'eau lorsque l'humidité externe est faible. Enfin, il a une action bactéricide qui est sans doute sa fonction la plus importante. L'activité des glandes sébacées augmente au moment de la puberté chez les deux sexes avec l'augmentation de la production d'androgènes. C'est ça, ou gain acné. Ensuite, nous avons un tableau qui va tout résumer. Okay? Donc ici, nous avons donc les différentes cliques. Nous avons deux types de glandes sudoripares, mérocrine et apocrine. OK? Yo marré à peu près même côté. Mérocrine, non, mérocrine, vous voyez que mérocrine, ça va directement à la peau, tandis que apocrine, non, ça va au niveau du poil. OK? Comme on le voit sur le schéma. Donc, fonction régulation thermique et propriétés antibactériennes pour les glandes mérocrines, tandis que les glandes apocrines, c'est production de l'odeur corporelle, réponse sexuelle, car elles peuvent agir comme des glandes sexuelles odoriférantes. OK? Et type de sécrétion, filtrat hypotonique du plasma sanguin, tandis que pour les apocrines, vous avez plutôt, vous avez non seulement le filtrat du plasma avec ajout de protéines et de substances lipidiques. La sécrétion, c'est mérocrine, c'est exocytose à la surface de la peau. OK? Tandis que mérocrine, oups, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Tandis que mérocrine lui-même, tandis que apocrine, pardon, on va regarder ça. OK, on était ici. OK, tandis que pour apocrine, hein, c'est pas exocytosant, mais habituellement à la partie supérieure du follicule pileux, l'homme tétile. OK? Et localisation pour les mérocrines, OK? On les retrouve partout, mais surtout sur la paume des mains et la plante des pieds, responsable de justement la formation des empreintes digitales, tandis que les autres se trouvent essentiellement dans les régions axillaires et anogénito-périnéales. Et puis, à côté, nous avons les fameuses glandes sébacées qui sont représentées en marron clair, marron. OK, ça lubrifie la peau, les poils et les cheveux, prévention des pertes hydriques, propriétés antibactériennes. Ce que ça sécrète, c'est on va gras crêlé, c'est bon. Et ce sont des glandes de type plutôt holocrine. OK? Donc, et elles se trouvent habituellement à la partie supérieure du follicule pileux, à la surface de la peau. OK? Et on la retrouve partout, sauf heureusement, parce que comme je disais, au niveau de la paume des mains et la plante des pieds. Lorsqu'on gagne trop sébum, ça c'est arrivé pour les enfants. OK? Donc, excès de sébum, on peut avoir un acné qui résulte d'une inflammation des glandes sébacées qui provoque la formation de boutons, pustules ou kystes sur la peau, des points blancs, des points noirs, comédons, tout ça, c'est au niveau de l'acné avec accumulation de sébum qui bouche le conduit d'une glande sébacée.
OK? Donc, X est de ces bornes, comme par exemple sur la pour les enfants, et vous avez la fameuse acné. Bon, les fameux acné. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, parce que l'autre chapitre qui est la peau, qui est avant tout une barrière, c'est un petit peu plus long, donc des plutôt point de dissection ça. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine, et à la prochaine